Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rester fidèles. Comme vous le savez sans doute, les départements de la santé et du développement rural sont en alerte maximale depuis l'apparition de foyers de la fièvre de la vallée du Rift dans les wilayas du centre, de l'est et du sud du pays. À l'heure actuelle, les équipes de ces départements ministériels sillonnent les régions du Brakna, du Tagan, de l'Assaba et des Deux-Odes, où la tombée des quantités importantes de pluie a favorisé la réapparition de cette maladie. Le phénomène est loin d'être nouveau. En octobre et novembre 2010, des foyers ont été rapportés dans les wilayas de l'Adrar et de l'Inchiri. En 2012, la fièvre a entraîné le décès de 19 personnes dans les wilayas de l'intérieur et entre septembre et novembre 2015, elle a emporté 8 personnes provenant de l'Assaba, du Brakna et du Tagan. Afin de mieux connaître la maladie, de mieux en comprendre les risques et de mieux nous en prémunir, nous avons comme invité ce soir Madame Souad Ndiaye, directrice générale adjointe de l'administration territoriale. Madame, bonsoir. Docteur Mohamed Mahmoud Ali Mahmoud, directeur de l'information stratégique et de la surveillance épidémiologique au ministère de la Santé. Docteur, bonsoir. Et docteur Ahmed Salem Arbi, directeur du développement de la filière animale au ministère du développement rural et de l'environnement. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir. Avant de passer au débat, nous vous proposons ce reportage de Bokar Baileba. L'épidémie de la pastérodose caméline sévit actuellement dans certaines wilayas de l'intérieur du pays. Ainsi, cette opération de distribution de moustiquaires imprégnés et de vaccination du cheptel est de nature à circonscrire la maladie et empêcher la propagation. Les moustiques sont le vecteur de la maladie. S'exprimant pour l'occasion, le ministre de la Santé, Mohamed Nezrul Hamed, a déclaré que le gouvernement a pris rapidement des mesures pratiques au niveau du ministère de la Santé et du Développement rural, notamment le lancement de campagnes de sensibilisation, l'envoi de missions conjointes vers les wilayas infestés, la distribution de moustiquaires imprégnés dans les zones endémiques et la prise en charge des cas. Évoquant la gravité de la maladie, il a rappelé que la fièvre de la vallée du Rift est une pathologie mortelle et qu'il faut s'en prémunir en appliquant les consignes données par les services sanitaires et les vétérinaires. Autre intervention, celle faite par le ministre du Développement rural, Di Oulzen, qui a déclaré être venu s'assurer de l'opérationnalité des équipes mobiles engagées contre la pastérodose caméline. Il a rappelé que 31 équipes ont été dépêchées dans les zones infestées avec les médicaments et consommables nécessaires pour éradiquer la maladie. Le ministre du Développement rural a exhorté les éleveurs à saisir l'importance de l'opération et y participer. Il a recommandé l'isolement des bêtes malades et a annoncé le lancement prochain de la campagne 2020-2021 de vaccination du cheptel. Quant au maire de Chegar, Mokhtaroul Amar, il a salué le choix de la commune pour le lancement de cette importante initiative de portée nationale. Au sujet de l'évolution de l'épidémie de la fièvre de la vallée du Rift, le Brakna a enregistré depuis le 14 septembre 2020 plus de 10 cas confirmés et que d'autres cas ont été signalés au Tagant, en Assaba et dans les Deux-Odes. Merci Bokar Baileba. Après donc ce reportage introductif, le moment est venu d'entrer dans le vif du sujet. Comment se présente aujourd'hui la situation sur le terrain? Quelles sont les zones touchées? À quel rythme se propage la maladie? Quelles sont les mesures prises pour faire face à la situation? Et qu'est-ce qui a favorisé l'émergence à nouveau de la fièvre de la vallée du Rift
En Mauritanie, les départements de l'intérieur, de la santé et du développement rural s'attendaient-ils à la réapparition de la maladie? Quelles mesures ont été prises par les parties concernées pour stopper la propagation de la maladie, prendre en charge les personnes atteintes, sensibiliser les populations et traiter les animaux malades? Voici, entre autres, quelques-unes des questions dont nous allons débattre avec nos invités que nous remercions pour leur présence sur le plateau de l'émission. Mesdames, donc, messieurs, bonsoir. Grippe aviaire, fièvre hémorragique, fièvre de la vallée du Rift, les maladies d'origine animale connaissent une certaine recrudescence ces dernières années. Depuis quand la présence de ces pathologies est apparue en Mauritanie? Monsieur le docteur, je commence avec vous. Merci beaucoup. Tout d'abord pour la télévision El Mauritania, pour cette occasion qui nous offre pour parler de cette maladie importante. Tout d'abord, la fièvre du Vallée du Rift, c'est une maladie virale qui est connue depuis les années 30 en Afrique. Et en Mauritanie, elle était apparue pour la première fois dans les années 80. Pendant les 10 dernières années, on a eu quelques épidémies, notamment en 2010, en 2012 et en 2015. Cette année, il était attendu, bien sûr, la réapparition de cette maladie suite à des pluies importantes, d'où justement des conditions favorables pour le développement et la pullulation des vecteurs de cette maladie. Donc les premiers cas cette année sont apparus vers le 15 septembre en Assaba. Les services vétérinaires du ministère du Développement rural et les services de santé étaient en alerte puisque les conditions sont favorables à la réémergence de cette maladie. Depuis l'apparition du premier cas, des missions conjointes ont été conduites entre le ministère du Développement rural et les ministères de la Santé sur le terrain pour approfondir les investigations autour des premiers cas en Assaba. Et puis après, des équipes vétérinaires ont été déployées un peu partout dans les wilayas où un risque est élevé de cette maladie. Je tiens ici à préciser qu'au moment de l'apparition de la fièvre de Vallée du Rift chez les animaux et les humains, il y a eu aussi l'apparition d'une deuxième épidémie animale qui est la pastorellose, notamment chez le dromadaire qui a fait beaucoup de mortalité dans certaines wilayas. Et puis, ça a créé une certaine confusion chez les éleveurs. Je tiens à préciser ici que la pastorellose, c'est une maladie non zoonotique, c'est-à-dire ne se transmet pas à l'homme. Et c'est une maladie qui est connue parmi les éleveurs. Et elle est appelée Nhaz, le berd, qui est connue, qui n'est pas transmissible à l'homme, et qu'elle sévisse actuellement dans certaines wilayas, notamment le Tagan, le Brakna, le Dohod et un peu au Trarza. Les équipes de services vétérinaires du ministère sont sur le terrain pour vacciner contre cette maladie. Par contre, pour la fièvre de Vallée du Rift, il n'y a pas de vaccin, malheureusement. Pour le moment, en tout cas, on ne vaccine pas en Mauritanie. Et donc, on se limite pour le moment à des mesures préventives et des mesures de sensibilisation, comme vous l'avez bien dit dans votre introduction. Vous avez vu certainement les deux ministres, celui de la Santé et celui du Développement rural, qui étaient sur le terrain ensemble. C'est pour justement s'assurer que la coordination est parfaite entre les services des deux ministères. Tant mieux. Tant mieux. On va associer docteur Mohamed Mahmoud, puisque en réalité, on voudrait savoir, est-ce que ce n'est pas une coïncidence de voir réapparaître ces maladies cette année où l'hivernage s'est bien installé chez nous, il y a eu de fortes pluies. Est-ce que ce n'est pas la conséquence de ce changement climatique? Merci Atali. Non, pas du tout, ce n'est pas une coïncidence. À chaque fois où il y a
des importantes précipitations après une sécheresse ou des inondations, apparaissent ces maladies qui sont liées qui sont transmises justement par les moustiques. On s'attendait depuis quelques années, dès qu'il y a des précipitations, d'importantes précipitations, il y a l'apparition de ces maladies. En fait, la fièvre de la vallée du Rift s'est apparue la première fois en Mauritanie, la première épidémie en 2010, en 2012, en 2015 et cette année en 2020. Il y a eu quelques cas même en 2018. Donc, comme le paludisme, comme d'autres formes de fièvre qui apparaissent avec les bonnes années, comme on dit. Y a-t-il une différence entre la fièvre de la vallée du Rift et la fièvre hémorragique? La fièvre de la vallée du Rift est une fièvre hémorragique. Elle a une forme hémorragique. Donc, en fait, moins de 1% des personnes atteintes de la fièvre de la vallée du Rift présentent des symptômes d'hémorragie. Par contre, il existe d'autres fièvres qui sont appelées hémorragiques. Ça dépend de l'importance de la proportion de la composante hémorragique dans la fièvre. Donc, il y a l'Ebola, il y a la fièvre Crimée-Congo, il y a même une forme hémorragique bénigne de la fièvre dengue. Et qu'en est-il du diagnostic? On dit qu'il est un peu difficile, particulièrement les premiers jours. Est-ce que c'est les cas? Qu'en est-il exactement? Les fièvres infectieuses, de façon générale, ont à peu près les mêmes symptômes. C'est une fièvre, des céphalées, des courbatures, myalgie, tout ça, on trouve ça dans toutes les formes de fièvre. On trouve ça dans le Covid, on trouve ça dans les différentes formes de fièvre comme la vallée du Rift, le dengue, même paludisme. Donc, c'est l'examen biologique qui permet la distinction entre ces différentes fièvres, maladies. D'accord. Et qu'en est-il de la contamination des humains? Est-ce que, comme on le sait, c'est par la voie du sang, par le contact avec les tissus animaux, est-ce qu'il y a d'autres formes, d'autres voies de transmission de cette maladie? Le mode de contamination avec la fièvre de la vallée du Rift est essentiellement par contact direct avec le sang ou les liquides biologiques des animaux. D'ailleurs, c'est une maladie qui touche essentiellement les professionnels qui sont en rapport avec les animaux, comme les éleveurs, comme les personnels des abattoirs, les bouchers, les personnels de santé vétérinaire, par contact direct avec le sang des animaux ou par d'autres liquides biologiques, comme par exemple les avortons, parce que c'est c'est une fièvre chez l'animal qui se manifeste par des avortements. Donc, en manipulant le produit d'avortement, généralement, les éleveurs se contaminent par. Il y a d'autres formes de contamination, essentiellement les moustiques. Généralement, en Mauritanie, c'est le genre Aedes qui il pique l'animal et en même temps il pique l'homme, donc la transmission directe par le moustique. C'est généralement les populations qui habitent à côté des animaux, comme dans notre contexte où les gens vivent dans le même ménage avec des animaux. Ça, c'est essentiellement ces formes de contamination. Il y a d'autres formes qui sont moins fréquentes, voire rares, comme la contamination par la consommation du lait cuit ou par la consommation de la viande mal cuite. Madame Souad,
Madame Souad Ndiaye. Oui. Est-ce que comment avez-vous pris connaissance de la réapparition de cette maladie au niveau de votre département, en l'occurrence le ministère de l'Intérieur, et comment gérez-vous ce dossier, cette situation? Alors, comme vous le savez, le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, à l'instar bien sûr des autres départements ministériels, est chargé d'assurer la mise en œuvre de la politique générale du gouvernement. Et de ce fait, depuis l'apparition de la maladie, le ministère suit de très près l'évolution de la situation. Il suit l'évolution de la situation évidemment à travers ses services déconcentrés, les autorités administratives déconcentrées qui ont été chargées de suivre de très près l'évolution de la situation, et ceci de concert avec les autorités, les services déconcentrés de la santé et de l'élevage, donc qui travaillent de concert et en parfaite synergie pour nous transmettre, nous, au niveau central, l'évolution de la situation, les informations quotidiennement. Au niveau donc de la Direction générale de l'administration territoriale, nous établissons une liaison quotidienne avec les autorités administratives, en l'occurrence les walis, les walis, les hakim, les chefs d'arrondissement, qui nous transmettent en fait quotidiennement toutes les informations sécuritaires, d'ordre sanitaire, au niveau de leur département, au niveau de la wilaya. Donc nous savons quotidiennement le nombre de cas par jour, le nombre de décès, le cheptel qui a été touché. Donc ces genres d'informations, nous les détenons quotidiennement au niveau de l'administration territoriale. Est-ce que vous avez une idée sur le nombre de cas actuellement à l'intérieur du pays? Alors, comme l'a signalé le docteur tout à l'heure, donc depuis l'apparition de la maladie, 5 ou 6 wilayas ont été touchés. Donc, les informations que nous avons reçues, nous avons exactement 14 cas. Si mes informations, effectivement, nous avons 14 cas, dont 6 décès au niveau du Tagan et un décès au niveau du Hod de Charqi. Docteur, quels signes précis permettent de diagnostiquer la fièvre, aussi bien chez les animaux pour vous et pour docteur Mohamed Mahmoud chez l'homme? D'abord vous. En fait, pour les signes de la fièvre de Vallée du Rift, chez l'animal, il y a plusieurs formes en fait. Il y a des formes fréquentes chez les petits ruminants et les bovins, qui sont des séries d'avortements chez les femelles gestantes, des mortalités brutales et quelques hémorragies qui peuvent apparaître. Généralement, c'est ça les signes d'apparition de la fièvre de Vallée du Rift chez les animaux. Et chez les hommes, Mohamed Mahmoud, chez les humains autrement dit? Chez les humains, la manifestation clinique de la fièvre de la Vallée du Rift est sous plusieurs formes. Bon, ça peut être asymptomatique, ça veut dire que la personne ne sent pas le passage de la maladie, comme ça peut se manifester comme une grippe banale, fièvre, courbature, myalgie, qui disparaît dans les 2 ou 3 jours. Il y a une forme oculaire où, avec les manifestations de la grippe, une conjonctivite, des signes oculaires apparaissent. Il y a aussi la forme méningo-encéphalique, donc se manifeste comme une méningite avec une atteinte cérébrale, neurologique. Mais la forme la plus grave, c'est la forme hémorragique, où en plus de la fièvre, les courbatures, il y a un ictère, donc ça veut dire jaunisse, qui apparaît au niveau de la peau et de muqueuses, qui est suivi des hémorragies, généralement des épistaxis, des gingivorragies au niveau de la bouche, allant jusqu'à des vomissements de sang et des rectorragies franches. Et Madame Souadou, tout à l'heure, a parlé de coordination en synergie entre les départements concernés. Est-ce que vous êtes au courant comment cela se traduit sur le terrain, comment cela se passe
Est-ce qu'il y a des mécanismes connus Oui, bien entendu. Aussi bien pour votre ministère que pour celui du Oui, bien docteur entendu. Comme j'avais signalé au début, il y a une parfaite coordination entre les départements ministériels, que ce soit au niveau central, que ce soit au niveau régional et local. Il y a aujourd'hui même certaines walis qui ont présidé des ateliers de sensibilisation destinés aux éleveurs, au grand public et aux bouchers, aujourd'hui dans plusieurs wilayas d'ailleurs. Et donc, il y a une parfaite coordination entre les différents... il y a un mécanisme aussi qui est bien établi de coordination en matière des zoonoses, en matière de maladies communes entre l'homme et l'animal. Il y a un comité national des zoonoses qui est, je dirais, acté par décret, qui s'est réuni normalement dans ce genre de situation. Je vous ai dit au début que dès l'apparition du premier cas humain en Assaba, on a tenu une première réunion entre les services de santé et les services vétérinaires, à haut niveau d'ailleurs, et on a discuté de l'ensemble des mesures à prendre et les messages de communication et de sensibilisation qui doivent être parfaitement coordonnés pour pouvoir sensibiliser de la même manière l'ensemble des populations à risque. Et puis, j'ai parlé des missions conjointes qui étaient déployées dès le premier cas sur le terrain. Une analyse aussi s'est faite par l'échange d'informations entre ces différents départements ministériels. Et puis, il y a aussi une coordination au niveau des services de santé, notamment les hôpitaux et les postes de santé. Les postes de santé et les hôpitaux doivent, devant tout cas de fièvre ou une suspicion de fièvre, ils doivent informer les services vétérinaires pour pouvoir compléter l'investigation auprès de ménages ici, duquel le patient est ici, une investigation autour des animaux. Et donc, l'information, il y a un échange important d'informations dans ce sens. Concrètement, Madame Souadou, vous venez ce que le docteur a dit. Qu'est-ce que votre département a fait sur le terrain? Justement, je pense que le docteur l'a dit, je pense qu'en cas de situation pareille, la coordination, la synergie est de mise, parce que je pense que l'échange d'informations, la remontée de l'information est tout aussi importante. Donc à ce niveau, la coordination se fait, les walis avec les services de la santé, les services de l'élevage s'échangent des informations. On a parlé de sensibilisation tout à l'heure, les sensibilisations se font, notamment avec les bouchers qui sont des personnels à risque, les agriculteurs, les éleveurs aussi. Donc la sensibilisation est tout aussi importante. Sur le terrain, concrètement, c'est ça, c'est faire de la sensibilisation, l'échange d'informations. Je pense que c'est ce qui est plus important et ce qui est mis en exergue en cas de situation pareille. C'est-à-dire que la priorité pour vous, c'est la sensibilisation? La sensibilisation, justement, je pense que le rôle du ministère de l'Intérieur, à part la coordination, c'est justement de faire de la sensibilisation avec les différents départements concernés et de remonter l'information, évidemment. La remontée de l'information, c'est important. J'espère qu'il en est de même également pour Dr Mohamed Mahmoud. Qu'en est-il? Quels sont les efforts déployés dans ce sens par votre département? Pour le ministère de la Santé, nous avons la cellule de veille multisectorielle qui est présidée par Madame la secrétaire générale du ministère de la Santé, qui s'est réunie les 15, donc suite à la déclaration du premier cas de fièvre de la vallée des Rivites. En fait, pour la vallée des Rivites, un seul cas, on le considère comme une épidémie. Et suite à ça, on déclenche le processus de riposte contre l'épidémie. Donc, on a eu la réunion de la cellule de veille multisectorielle, suivie d'une réunion entre nos deux ministères, Son Excellence le ministère de la Santé et Son Excellence le ministère du Développement rural. Suite à ces réunions, des missions ont été déployées au niveau régional. Il y a eu des notes circulaires qui incitaient
les comités de veille sur les épidémies qui se trouvent au niveau de chaque wilaya à se réunir et à déclencher leur propre mécanisme de riposte contre l'épidémie. Des missions d'évaluation de risques, de sensibilisation et de renforcement des capacités de la prise en charge ont été déployées vers la région la plus touchée qui est le Tagan, suivi du Brakna et de la Saba, de l'Hod al-Gharbi, mais aussi dans les autres régions, il y a eu des réunions Zoom avec son Excellence le ministère de la Santé et la direction de la surveillance épidémiologique et la direction générale de la santé pour déclencher les mécanismes de riposte contre l'épidémie. Actuellement, au niveau de chaque wilaya, les responsables de la santé humaine et vétérinaire sortent constamment ensemble pour mener les investigations autour des cas positifs, effectuent des prélèvements chez les animaux comme chez les humains pour évaluer l'étendue de l'épidémie. Et les missions de sensibilisation sont menées tous les jours. Donc, il y a eu une riposte active et rapide. Et actuellement, les efforts sont au niveau des régions pour riposter justement contre l'épidémie. Justement, en termes de gravité de cette maladie, quelles sont les différentes phases, aussi bien chez l'homme, pour vous, docteur? Les différentes phases, c'est généralement une maladie qui évolue. La forme grave, qui est la forme hémorragique, elle évolue rapidement vers l'aggravation et dans la plupart vers les décès malheureusement. Nous avons jusqu'à présent détecté ou diagnostiqué 24 cas au niveau des wilayages, essentiellement au niveau d'Itagan, Brakna, Asaba. Parmi les 24 cas, malheureusement, nous avons perdu 10 cas. Allah yarhamhum, Inch'Allah. Et c'est une maladie qui est, sa forme grave, qui est très mortelle. Une létalité très importante. Elle avoisine théoriquement les 50%. Elle est entre 30 et 50% dans la littérature. Donc, face à la gravité de la maladie, la prise en charge est complexe parce que c'est une prise en charge réanimation qui compris la dialyse pour l'insuffisance rénale, parce que parmi les complications, une insuffisance rénale, une insuffisance hépatique ajoutée à l'hémopathie et l'hémorragie qui est d'installation très rapide. Et chez les animaux, docteur? Bon, en fait, chez les animaux, il y a des mortalités qui généralement tournent autour de 10-20%. Les conséquences chez les animaux sont surtout des avortements ou des mortinatalités chez les jeunes et des pertes économiques énormes suite à des conséquences comme les avortements, la chute de production du lait, mais aussi cette phobie de la consommation des viandes chez les humains qui fait que la production des viandes aussi chute de façon spectaculaire. Mais j'ai saisi cette occasion justement pour reconforter la population que la transmission de l'AIVR s'est faite par des voies qui sont connues, qui sont maîtrisables. Quand on les connaît, c'est facile de l'éviter. Et la meilleure façon de lutter contre cette maladie, c'est la prévention. Parce que malheureusement, comme j'ai dit, la vaccination... Quelles sont justement ces voies? Voilà, la vaccination n'est pas de mise, elle est difficile. Il y a un vaccin humain contre l'AIVR, mais malheureusement qui n'est pas homologué, donc il ne peut pas être commercialisé. Et la meilleure façon, c'est de prévenir.
Comment prévenir? C'est simple. On sait que la contamination de l'homme s'est faite à travers les liquides biologiques de l'animal malade, c'est-à-dire le sang, les excrétions, notamment nasales et autres, et les avortons. Quand on les touche aussi, on peut se contaminer facilement. Donc, les premières personnes exposées, ce sont les bouchers, les gens travaillant dans les abattoirs, parce qu'ils manipulent les animaux, les sangs, etc. Et puis les éleveurs qui vivent en permanence avec les animaux, qui les traitent tous les jours, tous les soirs. Et éventuellement, des cas très rares de contamination urbaine par piqûre de moustiques. Ça, c'est des cas qu'on rapporte dans la littérature. Il n'est pas admis que la transmission peut se faire par piqûre d'insectes d'un humain à un humain. Ça n'a jamais été documenté, en tout cas. Et donc, c'est une voie de contamination qui est, à mon avis, rare, voire inexistante. Donc, quand on connaît ces voies de contamination, il est facile de se protéger. Pour les bouchers et les personnes... Cela signifie que les zones abondantes en eau stagnante, elles sont plus exposées que les autres. Parce qu'il y a des moustiques, il y a des insectes. Oui, théoriquement, oui. Théoriquement, étant donné que c'est une maladie à transmission vectorielle, donc là où il y a une population dense de moustiques, il y a une probabilité élevée de contamination. Mais il faudrait que dans cette zone, il y a aussi des animaux malades. Parce que c'est à partir de ces animaux-là que les piqûres d'insectes vont propager l'infection. Mais j'ai dit que la piqûre d'insectes des humains, il n'est pas admis que cette voie de transmission elle est démise. Mais en tout cas, on a vu dans certaines situations le rapportage de certains cas par piqûre. D'où justement, par mesure de précaution, il faudrait que dans cette période, l'ensemble des populations puissent utiliser des moustiquaires. C'est systématique. C'est la meilleure façon de se protéger. Non seulement se protéger contre l'AIVR, mais aussi contre d'autres maladies vectorielles, comme le paludisme, comme d'autres fièvres hémorragiques qui sont transmises par les piqûres d'insectes. Connaissant un peu le mouvement parfois anarchique de nos éleveurs en transhumance à la recherche de pâturage d'une région à l'autre, est-ce que vous prenez des précautions pour que les personnes atteintes puissent être confinées? Est-ce qu'on empêche des troupeaux d'aller d'une zone à l'autre pour mieux maîtriser la propagation de cette maladie? Oui, justement, pour les animaux, oui. Pour les animaux, il est recommandé. D'ailleurs, actuellement, on a 31 équipes vétérinaires qui se déplacent à l'intérieur du pays, notamment dans les wilayas les plus touchés et dans les zones de grande concentration animale. Et les messages de sensibilisation qu'il essaie de passer, c'est de demander aux éleveurs de rester là où ils sont actuellement. Parce que justement, comme tu as dit, le mouvement des animaux, c'est aussi un facteur de transmission et de dissémination de l'infection. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, on essaie aussi de sensibiliser les éleveurs, de limiter les contacts avec les animaux dans cette période, notamment les animaux malades. Donc, quand il y a des signes de maladie chez un animal, il ne faudrait même pas le toucher. Il ne faudrait même pas toucher le sang ni les liquides biologiques de ces animaux-là malades. Il faut se laver les mains aussi systématiquement après les traits des animaux, après le toucher les animaux. Ça, c'est des messages de sensibilisation que nous sommes en train de faire passer avec l'ensemble des services, notamment les ministères de l'Intérieur et les ministères de la Santé. Et pour les humains, pour les personnes, qu'est-ce que le département de l'Intérieur fait dans ce sens, aussi bien pour vous que pour le ministère de la Santé d'ailleurs? Oui, c'est toujours ces mêmes messages de sensibilisation, de prévention par rapport à la population. On a parlé tout à l'heure de lavage des mains après en contact avec les animaux. Essayer de... le lavage des mains, justement, et le docteur a parlé tout à l'heure aussi
de sensibilisation par rapport à ce que nous faisons par rapport à l'intensification en fait de la surveillance épidémiologique qui se fait avec les services de la santé, le renforcement des capacités de prise en charge des malades également. Donc des posters sont mis par exemple au niveau des hôpitaux pour justement que les populations puissent savoir ce qu'il faudrait faire en cas de Y a-t-il un appui matériel pour les éleveurs, les bergers qui ont perdu leurs animaux? Votre département les assiste Oui, évidemment, il y a une assistance qui est mise à côté, qui est dédiée effectivement à ces éleveurs qui perdent leur bétail. Voilà, donc il y a une assistance qui est mise en place pour pouvoir justement aider ces éleveurs. Donc ils sont orientés. Avez-vous une idée de la nature de cette assistance sur le terrain évidemment, ils sont adressés, ils s'adressent directement au niveau de aux bénéficiaires. Donc voilà, ils sont. Docteur, pour vous, pour le ministère de la Santé, pour les humains, est-ce que vous prenez des précautions pour qu'ils soient confinés? Le confinement, ce n'est pas une maladie qui se transmet entre les humains. Ah ouais. Donc, il n'y a pas de confinement particulier, à part les malades, on les met sous moustiquaire pour éviter justement que les moustiques les piquent pour aller piquer une autre personne, malgré que c'est une voie qui n'est pas connue du tout. Mais pratiquement, il n'y a pas de transmission entre les humains, heureusement. Par contre, pour se protéger, je complète un peu les moyens de protection pour la maladie de la vallée du Rift. Éviter le contact d'abord avec les animaux malades, ça veut dire que dans cette période, les professionnels qui travaillent avec les animaux doivent utiliser les moyens de protection comme les gants. C'est les gants de ménage, c'est les grands gants qu'on doit utiliser, les bottes, les blouses, les visières ou des lunettes pour éviter la projection du sang ou des liquides vers les yeux ou la bouche. Par rapport aux piqûres d'insectes, il faut toujours utiliser les moustiquaires imprégnés dans cette période, que ce soit pour la maladie de la vallée du Rift ou pour les autres, le paludisme ou les autres formes de fièvre. Il faut utiliser les moustiquaires imprégnés. La dernière voie de contamination, c'est la consommation du lait cru. En cette période, il faut chauffer le lait avant de l'utiliser. Mais le ministère de la Santé ne déconseille pas l'utilisation de la consommation du lait. Par contre, il encourage la consommation du lait parce qu'en même temps, nous sommes un pays où parfois, surtout dans les régions rurales, connaissent des prévalences plus ou moins importantes de malnutrition qui sont généralement évitées par la consommation du lait, les protéines animales et particulièrement la viande et le lait. Donc on encourage la consommation du lait, mais il faut les chauffer. Aussi bien cuire la viande. Mais aussi, il ne faut pas ajouter les éleveurs dans cette période. Il y a un impact économique très important de cette maladie. Si on ajoute à cet impact l'éviction de la consommation de leurs produits, ça va encore davantage aggraver leur situation. Donc, on encourage l'utilisation des produits animaux. Et j'ajoute aussi que le lait pasteurisé ne constitue aucun danger. Donc, nous avons vu dans les villes que les gens évitent actuellement d'utiliser le lait pasteurisé, ce qui n'a pas de relation avec la maladie. Le lait pasteurisé est carrément à 100% sûr.
Docteur, une fois que l'épidémie connaît une flambée, il est recommandé de ne plus vacciner le bétail. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une explication à ça? Bon, en fait, l'explication simple, c'est que on doit éviter l'intercontamination par la voie de l'aiguille. Quand on utilise une seringue avec une aiguille, on peut éventuellement, bien que cette probabilité, elle est, je dirais, négligeable, mais on recommande que dans certains foyers, certaines épidémies, il ne faudrait pas qu'on vaccine. De toutes les façons, je pense que le risque de contamination entre animaux via l'utilisation des aiguilles ou des seringues, et à mon avis, elle est de l'ordre de 0,01%. Et par contre, je pense qu'il faudrait toujours continuer à vacciner contre d'autres maladies pour protéger ce cheptel animal important. C'est un capital quand même économique pour ces pays. Et donc, quand on compare la probabilité de contaminer par la vaccination et la probabilité de protéger d'autres animaux, je pense qu'il vaut mieux continuer à vacciner. Actuellement, il y a une vaccination autour de certains foyers de pasteurellose qui sévit chez les dromadaires. C'est une vaccination contrôlée, c'est une vaccination qui s'est faite par des équipes vétérinaires professionnelles dans des zones où la maladie n'est pas encore apparue, pour la FVR, mais par contre pour la pasteurellose, parce qu'il faudrait qu'on arrête cette épidémie de pasteurellose pour éviter le taux de mortalité élevé et des pertes économiques chez l'éleveur. Connaissant un peu la mentalité de nos éleveurs, est-ce qu'ils suivent vos conseils? Est-ce qu'ils répondent à vos appels? Est-ce qu'ils vous accompagnent pendant ces campagnes? En fait, particulièrement pour la vaccination. Oui, ça dépend. Ça dépend des zones, ça dépend des milieux. Mais généralement, avec cette sensibilisation importante, avec l'appui de l'ensemble des services de l'État, il y a une certaine, je dirais, réponse et collaboration de la part des éleveurs. Actuellement, pour cette vaccination en cours contre la pasteurellose, aujourd'hui, on a vacciné aux environs de 134 000 têtes de dromadaires. Et ça, c'est très important dans l'espace d'une semaine. Et malgré toutes les difficultés, l'enclavement de certaines zones suite aux pluies, on arrive à vacciner ce chiffre important. Ça veut dire qu'il y a certaines collaborations de la part des éleveurs. Et ici à Nouakchott, est-ce que vos équipes vétérinaires qui travaillent sur le terrain s'assurent que les animaux abattus dans les abattoirs sont sains? Tout à fait. Comment? Tout à fait. Dans les abattoirs de Nouakchott et d'ailleurs dans l'ensemble des abattoirs du pays, on a renforcé le niveau d'inspection vétérinaire dans ces abattoires. Au niveau de Nouakchott, qui quand même abrite les plus grands abattoirs du pays, l'inspection vétérinaire est renforcée depuis les premiers cas de l'épidémie. Et donc, on redouble des efforts pour que l'animal abattu ne soit pas une source de contamination pour le consommateur. Donc, on a essayé de renforcer les équipes au niveau des abattoirs. Donc, il y a l'inspection ante-mortem, c'est-à-dire avant l'abattage, qui est renforcée. Et toute suspicion, quelle que soit sa nature, elle sera éliminée avant l'abattage. Et ça, c'est très important. Je pense aussi que c'est le cas dans tous les abattoirs contrôlés ou soumis à une inspection vétérinaire dans le pays. Docteur Ahmed Mahmoud, comment vous accompagnez ces éleveurs par des campagnes de sensibilisation, aussi bien à Nouakchott qu'à l'intérieur? Le ministère de la Santé accompagne ces éleveurs par des missions de sensibilisation. D'ailleurs, les comités régionaux de veille épidémiologique qui sont intersectoriels,
le ministère de la Santé a communiqué sur les messages essentiels qui vont être par la suite véhiculés par les différents services régionaux. Aussi, le ministère de la Santé a effectué des missions sur terrain chez les éleveurs où une distribution des moustiquaires imprégnés est en cours actuellement dans les foyers où il y a des cas positifs chez l'homme ou chez l'animal, au niveau des 5 régions qui sont premièrement touchées. Aussi, une distribution universelle des moustiquaires va être menée dans 2 ou 3 semaines au niveau de toutes les régions du sud, de l'est et aussi les régions centres qui sont déjà touchées. Donc, à rythme de 2 moustiquaires ou de 1,8 moustiquaires par personne vont être distribués, ce qui va contribuer considérablement à la lutte antivectorielle et donc la lutte contre ces maladies, ces zoonoses, ces maladies qui sont transmises par les moustiques. Aussi, dans le plan de riposte qui est actuellement déclenché dans les pays, des efforts de lutte collective contre les moustiquaires comme l'utilisation de répulsifs sur les animaux, l'utilisation, la démoustication par pulvérisation des larves au niveau des mares, par l'assèchement des mares et en cours de préparation. Et je pense que cette grande opération va contribuer considérablement à l'élimination des risques épidémiques liés à la fièvre de la vallée du Rift et des autres maladies. Madame Souadou Ndiaye, vous avez entendu un peu s'exprimer vos collègues du ministère du Développement rural et de la Santé. Quelle appréciation faites-vous de l'effort déployé par leurs services à l'intérieur du pays? Ils sont en train de faire un travail remarquable quand même, les 2 départements de l'élevage et de la santé, vu, je ne dirais pas l'ampleur de la maladie, mais en tout cas depuis l'annonce des cas. Comme je le disais tout à l'heure, le travail est fait en collaboration avec le ministère de l'Intérieur qui suit quand même le travail qui est en train d'être fait. Ce travail de sensibilisation en premier lieu, comme on l'a dit, le docteur a parlé de matériel qui sera distribué. Je pense que aussi c'est très important vu les moustiquaires, vu en fait les moustiques qui sont des vecteurs de transmission de la maladie très important. Donc cet appui en matériel, ce renforcement des services qui sont sur place, cette sensibilisation, elle est très importante. Donc c'est un travail remarquable qui est en train d'être fait au niveau de l'intérieur du pays. Docteur, la situation actuelle de l'épizootie vous paraît-elle sous contrôle? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je dirais oui, sous contrôle, puisque tout simplement... Elle n'est pas alarmante au moins. Elle n'est pas alarmante du tout, bien que j'estime que nous sommes au moment de pic de développement des moustiques. C'est la saison, il y a pas mal d'humidité, pas mal de flaques d'eau. Les pluies continuent à tomber et donc je dirais que le contexte, en tout cas épidémiologique ou climatique, est favorable à plus de développement. Mais vu les mesures de riposte qu'on a enclenchées, que nous sommes en train de mettre en place, je pense que la maîtrise de la maladie soit, je dirais, proche. Donc, je reviens sur les mesures de prévention. C'est la force, c'est ce qui nous permettrait de maîtriser l'épidémie. Il faudrait qu'on casse les cycles d'infection de l'animal à l'homme. Et c'est à travers le travail, justement, on agit sur le vecteur.
Le docteur a parlé un ensemble de mesures. Il y a les moustiquaires, il y a aussi des campagnes de domestication collective qu'on doit mener. Il y a cette, je dirais, interdiction de mouvement de bétail d'une zone à l'autre. Donc ça sera l'occasion de maîtriser les foyers et de les localiser. Il y a aussi cette grande sensibilisation qui commence à donner des effets quand même. Pour donner un chiffre, au niveau de l'abattoir, le grand abattoir de Tinouish, en Nouakchott, il y a 4-5 jours, les abattages de dromadaires ont passé à 0. Maintenant, depuis hier, avant-hier, il y a une reprise importante. On est passé de 0 à 80 têtes de dromadaires abattis hier et 89 avant-hier. Et donc, on n'est pas encore au niveau comme avant, 200-250 dromadaires par jour, mais quand même, il y a une reprise d'abattage qui est très importante, qui signifie justement qu'il y a une certaine je dirais, rassurance des consommateurs. Et là, je profite pour donner une petite occasion, une petite parenthèse. En matière de communication et d'information, il faudrait que l'ensemble des acteurs de communication, bien entendu vous et les autres, travaillent ensemble pour lutter contre les rumeurs. Notre premier défi aujourd'hui, c'est les fausses informations, c'est les intox, c'est les fausses rumeurs. On a vu sur les réseaux sociaux un ensemble d'informations et de messages qui sont complètement faux, qui circulent malheureusement, et il faudrait qu'on rehausse un peu les niveaux d'information avec des informations fiables. Et là, je demande à l'ensemble des populations de chercher l'information chez la source fiable et crédible de l'information. Si vous voulez une information sur les cas humains des vers, les voies de contamination, il faudrait chercher sur les sites officiels du ministère de la Santé. Si vous voulez des informations liées à l'animal, à la situation, à la consommation de lait, consommation de viande, il faudrait chercher cette information au niveau du ministère, des sites du ministère du Développement rural. Il ne faudrait pas qu'on laisse le terrain ouvert à n'importe qui peut véhiculer n'importe quoi. Donc, est-ce qu'on peut dire que l'apparition de foyers de cette fièvre était-il prévisible? Est-ce que vos équipes l'attendaient? Oui, justement. Est-ce que vous avez pris des précautions? Parce que cette année, c'est une année... Et en quoi cette année diffère c'est une année de grande pluviométrie, donc tout à fait normal. Il y a plus de risques et de probabilités que ce virus réapparaît. Le virus, il est là. C'est une maladie enzootique, c'est une maladie endémique, je dirais. C'est-à-dire le virus existe chez nous. Il suffit qu'il trouve un environnement important pour sa propagation à travers les vecteurs. Et donc, cette année, il était prévisible que bonne pluviométrie, plus de développement des moustiques, donc plus de probabilité d'apparition de la fièvre de Vallée du Rift. D'où justement, nous étions préparés pour cela depuis toujours, même avant la saison des pluies. Je vous donne un exemple au niveau des laboratoires d'analyse vétérinaire. Nos laboratoires étaient bien préparés. La preuve en est, c'est que dès le premier jour, nous avons assuré l'analyse rapide de tous les prélèvements qui parviennent au laboratoire. Des analyses avec les techniques PCR tous les jours. Et donc, on n'a pas, contrairement aux années 2010 et 2012, on n'a pas eu une rupture de réactifs pour ces laboratoires. Donc, tout était préparé, les kits étaient là, les équipes étaient bien formées, etc. Donc, ça, c'est un signe de préparation. Deuxièmement, nous avons enclenché aussi ce qu'on appelle la surveillance sentinelle depuis aussi le tout début de l'hivernage. Ces troupeaux sentinelles qui veillent qui visent une surveillance anticipée de la circulation virale dans les zones à grand risque étaient aussi mis en place dès le début de l'hivernage. Donc il y avait une préparation importante de nos services quand même. Docteur Mohamed Mahmoud, est-ce que, vu la situation, le département a pris des mesures pour qu'il y ait des laboratoires à l'intérieur du pays?
Pour la fièvre de la vallée du Rift, la technique elle est très complexe parce que c'est une PCR. Donc nous avons notre laboratoire de référence qui est l'INRSP, l'Institut national de recherche en santé publique, qui analyse les échantillons. Mais quand même, on arrive à diagnostiquer les cas en moins de 24 heures depuis l'acheminement, le prélèvement, l'acheminement jusqu'à la sortie des résultats. Et c'est quelque chose qui est acceptable. Donc je pense que c'est une épidémie qui va généralement durer 2 mois. Maximum et qui ne demande pas le déploiement des laboratoires qui coûtent si cher à l'intérieur du pays, alors que les échantillons peuvent être prélevés, acheminés et les résultats sortis en moins de 24 heures. Madame Souadou Ndiaye, quel rôle les communes et les organisations non gouvernementales peuvent-elles apporter dans la sensibilisation? Est-ce qu'elles sont associées à cette campagne que le département de l'Intérieur organise? Justement, la société civile, les communes ont un rôle très important à jouer dans la sensibilisation. Je pense qu'ils ont aussi leur mot à dire. On les associe au niveau de la sensibilisation. On a parlé tout à l'heure de désinformation, de fake news, si je peux parler ainsi. Vous avez, vous, évidemment, comme l'a dit le docteur, votre rôle à jouer en tant que communicateur, mais je pense qu'aussi la société civile peut jouer ce rôle-là en quelque sorte en disant à la population justement que cette psychose qui devrait s'installer n'a pas sa raison d'être et que s'il faut s'informer, il y a des sites de la santé, du développement rural qui sont là pour pouvoir donner l'information fiable. Les mesures préventives aussi qu'ils devraient aussi communiquer, à savoir une bonne cuisson de la viande, le docteur l'a dit tout à l'heure, le lait, le chauffage du lait avant consommation. Donc tout ça, c'est important. Je pense qu'aussi la société civile peut se charger de cette communication en sensibilisant la population par rapport à cela. Docteur, quelles sont les zones ou les wilayas les plus touchées pour le moment? Bon, pour le moment, c'est le Tagan, le Brakna, le Hod, le Gharbi, un peu le Sharqi et la Saba. Mais je dois expliquer que ça ne veut pas dire que la prévalence de la maladie dans toute la wilaya est importante. Si on dit 4 cas humains, 5 cas humains au Tagan, ça ne veut pas dire que c'est catastrophique dans la wilaya. Ça veut dire qu'il y a un foyer limité, dans une zone limitée, dans la wilaya du Tagan. Et je peux vous rassurer qu'au niveau de ces foyers limités, il y a quand même des mesures de riposte très importantes qui vont nous permettre, Inch'Allah Ta'ala, d'endiguer la maladie dans ces foyers. Bien entendu, les risques zéro n'existent pas. Cela ne veut pas dire que d'autres wilayas ou d'autres zones seront épargnées de cette circulation virale. Ce n'est pas le cas peut-être, parce que le risque il est partout. Les moustiques sont un peu partout grâce à cette humidité. Mais avec les mesures de protection et de prévention, je pense que la situation épidémiologique peut se stabiliser jusqu'à extinction. Comme a dit le docteur tout à l'heure, ce genre d'épidémie pour l'AVR ne peut pas durer au-delà de 2 mois, maximum. On a vécu 2010 en Adrar, Ilinchiri, 2012, 2015. C'était des flambées épidémiologiques très limitées dans le temps. Il y a un pic rapide, 2 semaines, et puis une extinction de l'épidémie rapidement parce que les cycles de reproduction des vecteurs, des moustiques, est très limité. Et quand on agit pour casser ces cycles, on a des résultats rapidement. Est-ce qu'on peut dire que toutes les catégories animales sont concernées
ou du moins quelles sont les espèces les plus affectées, les plus touchées? Justement, il est admis actuellement que les petits ruminants, les bovins, les dromadaires sont sensibles à la fièvre de Vallée du Rift. Autrement, les autres maladies, les autres animaux, il y a des espèces sauvages qui sont sensibles à la maladie, mais qui n'existent pas en Mauritanie. Et est-ce que, Madame Souadou, est-ce que vous êtes en permanence avec l'administration territoriale, les walis, les hakams? Est-ce qu'ils vous édifient sur la situation sur place? Quelle est la finalité des rapports ou des renseignements qu'ils vous envoient une fois au niveau de l'administration centrale? Alors, comme je le disais tout à l'heure, tout au début, nous sommes en rapport quotidien. Nous établissons une liaison quotidienne avec les autorités administratives, les walis, donc, qui nous édifient sur l'évolution de la situation. Donc, on nous communique des chiffres, les nombres de cas, les nombres de décès. Donc, toutes ces informations que nous recevons, en fait, sont stockées au niveau d'une base de données, au niveau de l'administration territoriale, qui sont évidemment exploitées pour des statistiques. Donc, une base de données que nous avons au niveau de l'administration territoriale. C'est des données qui sont exploitables, qui sont exploitées, qui sont appelées à être échangées, comme je le disais tout à l'heure, avec évidemment les départements concernés. Je pense que c'est le rôle d'une base de données, échanger des informations et les partager pour être utilisées. Voilà. Docteur, est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre d'équipes que vous envoyez actuellement à l'intérieur du pays pour sensibiliser aussi bien les éleveurs et les citoyens sur la propagation de cette maladie? Oui, bien sûr. Actuellement, on a 31 équipes vétérinaires déployées dans 8 wilayas. Comment ils procèdent Chaque équipe travaille dans un rayon donné. Si je donne un exemple, par exemple, la wilaya d'Itagan, on a 3 équipes. Donc, ils ont découpé la wilaya en 3 zones. Ils font le porte-à-porte. En tout cas, ils font sillonner l'ensemble des zones de concentration animale. Comme j'ai dit tantôt, le message est plutôt destiné aux éleveurs, aux personnes qui vivent avec les animaux, les bouchers, etc., etc. Et donc, c'est des gens qui font la sensibilisation, qui font la vaccination contre la pastérilose, qui font le traitement des animaux malades, notamment aussi le traitement de répulsifs. Donc, ils ont un traitement, vous avez vu dans la télé, les 2 ministres qui sont en train d'inaugurer cette campagne de pulvérisation sur les animaux. Et ces produits permettent d'éviter la piqûre des animaux par des insectes. Et donc, on coupe les cycles de transmission des maladies. Ces mêmes équipes aussi sont en train de faire des prélèvements. Une fois ils viennent dans un troupeau avec des signes de maladie, ils prennent des prélèvements, ils les envoient rapidement à Nouakchott pour les analyses. Et en même temps, ils font une coordination de l'information avec l'ensemble des services dans la wilaya. Et comment expliquez-vous que les camelins des animaux robustes et pâtiront généralement dans des zones moins arrosées que le sud du pays ont été les premières victimes de cette maladie? Bon, en fait, c'était le cas au Tagan, par exemple. Oui, en fait, il faudrait qu'on relativise un peu ce qui s'est passé pour les dromadaires. La cause principale de mortalité chez les dromadaires, ce n'était pas la fièvre de Vallée du Rift. C'était plutôt la pastérilose, qui est une maladie opportuniste, qui complique déjà l'état sanitaire de l'animal une fois il est atteint par la FVR. Donc la pastérilose vient compliquer sa situation, et donc la cause principale de mortalité, c'était la pastérilose. Et pourquoi les dromadaires, justement? Parce que il est d'usage que les éleveurs de dromadaires ne vaccinaient pas contre cette maladie. Pourtant, il y a un vaccin disponible qui est dans toutes les campagnes annuelles de vaccination que le ministère de Développement rural organise chaque année contre 8 maladies
parmi lesquels il y a la pastoralose. Mais ce sont généralement les éleveurs de bovins qui utilisent ce vaccin. Et donc il y a toujours un refus de la part des éleveurs de dromadaires, ce qui fait que les troupeaux de dromadaires n'étaient pas immunisés contre cette maladie. Et donc la flambée de l'AIVR a fait que la plupart des animaux atteints de l'AIVR ont l'immunité qui est chutée, les défenses de l'organisme sont affaiblies, et donc il est attaqué par la pastoralose. C'est ça le mécanisme scientifique. Et dans ce cas de figure, est-ce que vous touchez l'administration territoriale pour amener ces gens à se plier un peu? Absolument. L'autorité administrative joue un rôle très, très, très important dans la sensibilisation, l'orientation. Pendant toutes les campagnes de vaccination annuelles du cheptel, il y a une forte implication des services administratifs régionaux et locaux. Parce que sans lesquels une campagne ne peut pas être réussie. Donc ils font la sensibilisation, ils font l'orientation des équipes, ils font passer des messages à travers les canaux, ils sensibilisent les maires, ils font des rayons, ils font même une planification avec les services pour la vaccination. Ils jouent un rôle extrêmement important. Et à quel genre de difficultés font face parfois vos équipes que vous envoyez sur le terrain? Bon, généralement, il y a des grandes difficultés pour vacciner les dromadaires. Ça, il faut le dire, parce qu'il y a un problème de contention. Mais de toutes les façons, vu que le nombre d'équipes de vaccination est en augmentation d'année en année, je pense que nous sommes dans la possibilité de vacciner l'ensemble, sinon la quasi-totalité du cheptel de dromadaires. Donc on estime qu'on a 1,6 million, 1,7 million de têtes de dromadaires. Je pense que si les éleveurs sont bien sensibilisés, nous sommes dans la capacité de vacciner la plupart de notre cheptel. Et docteur Mohamed Mahmoud, quel genre de conseils, de recommandations faites-vous à l'endroit des éleveurs pour éviter de contracter cette maladie? Pour les éleveurs, on les conseille généralement de s'éloigner des animaux malades. Quand ils remarquent des symptômes, surtout les avortements, ils doivent s'éloigner et ne pas toucher les animaux. Et généralement, quand ils sont de retour chez les animaux, ils doivent laver les mains avec des savons. De dormir tout le temps sous moustiquaire imprégné, d'essayer d'acquérir des gants et des bottes quand ils sont obligés à toucher les animaux. Et devant l'apparition des symptômes de la maladie, surtout la fièvre, ils doivent consulter rapidement chez les services de santé pour que ces dernières effectuent des investigations si l'une des maladies contagieuses est présente. Ils doivent rapidement prendre les mesures adéquates. Je rappelle que la forme hémorragique, la forme grave de la vallée de Rift, c'est une forme très rare qui représente moins de 1%. Donc la forme simple existe et elle est facilement traitée avec un traitement symptomatique simple. Je reviens aussi sur les équipes d'intervention rapide. Actuellement, nous avons encore des dispositifs de Covid pour la surveillance épidémiologique et riposte qui est présent dans les régions, dans les Muqata'a. Nous avons une équipe d'intervention rapide dans chaque Muqata'a et dans chaque wilaya, ce qui nous a permis de répondre rapidement aux menaces épidémiques et de détecter très rapidement cette année l'épidémie de la vallée de Rift et simultanément dans les 4-5 régions, je pense que les premiers cas ont été captés rapidement. Si vous permettez, je rebondis un peu par rapport aux éleveurs et je vais demander à l'ensemble des éleveurs de bien collaborer avec les services et les équipes déployées sur le terrain.
notamment en termes d'information. Si un éleveur constate les moindres signes de maladie dans son troupeau, on lui demande d'informer rapidement les services vétérinaires les plus proches. S'il n'a pas la possibilité de contacter ces services vétérinaires, il n'a que contacter le service administratif les plus proches, les communes, les élus, les notables. Il faudrait informer rapidement parce que le temps est très important. Dans une épidémie, les heures comptent beaucoup parce que la circulation du virus peut être arrêtée quand on a l'information rapidement. Et ça, c'est un message que je passe aux éleveurs pour collaborer. Aussi, non seulement l'information, mais aussi la vaccination. Il faudrait qu'ils vaccinent leurs troupeaux parce que c'est extrêmement important. Ça ne fait que protéger leur cheptel et le cheptel des voisins. Et donc, protéger le cheptel national est très important. Donc, est-on en mesure d'espérer que les moyens mis en œuvre par vos départements permettront de stopper la propagation de cette maladie? Oui, espérons-le. De toutes les façons, il y a une ferme volonté du gouvernement. Il y a aussi le déploiement rapide des moyens. Ça, c'est très important. Et on compte beaucoup sur le professionnalisme de nos équipes sur le terrain. Ça, c'est très important. On l'a vu. Le nombre de prélèvements qui parvient tous les jours, le travail qui s'est fait au niveau de laboratoire, c'est un travail de fourmi. Ça, c'est extrêmement important. C'est vrai que nous sommes dans un territoire très vaste. Nous sommes dans un grand pays, alhamdoulilah. Nous avons un grand cheptel. On a à peu près 26-27 millions de têtes. Ça, c'est important. Ça demande beaucoup de moyens humains, logistiques et financiers. Mais de toutes les façons, on a la bonne volonté qui est là, le professionnalisme qui est là. Et donc, je pense qu'on arrivera à endiguer cette maladie. Je l'espère. Et pour le département de l'Intérieur? Pour le département de l'Intérieur, c'est comme l'a souligné le docteur tout à l'heure, nous sommes dans un pays très vaste avec un cheptel très important. Et de ce fait, justement, en pareil cas, les moyens importants sont déployés, aussi bien financiers que logistiques, matériels, humains. Donc, sont déployés pour pouvoir mettre en place en fait toute une série non seulement de sensibilisation et de mesures pour pouvoir contenir en fait cette maladie qui, comme l'ont souligné les spécialistes tout à l'heure, ne devrait pas dépasser normalement 2 ou 3 mois puisque il part de pair avec en fait la survenue de l'hivernage. Docteur Mohamed Mahmoud, qu'en est-il du ministère de la Santé? Pour le ministère de la Santé, malheureusement, contrairement à nos collègues de la santé vétérinaire, les pertes pour nous ce ne sont pas simples parce que la perte d'une seule personne pour nous, ça pèse lourd et pour nous, comme c'est une maladie qui n'a pas de traitement spécifique et que sa forme grave est fortement mortelle, on compte beaucoup sur la santé vétérinaire pour couper la chaîne de transmission de la maladie et couper la transmission vers l'homme. De notre côté, nous avons notre riposte contre les maladies. On continue à renforcer nos capacités de prise en charge. Nos équipes actuellement sont dans les 2 régions les plus touchées, à savoir le Tagan et la Saba. Et on croise les doigts, on espère seulement que cette flambée de maladies passe très vite, que les choses reviennent à la normale, Inch'Allah. Je l'espère, mais quel enseignement votre département, c'est pratiquement la même question que je vais vous adresser, a-t-il tiré de cette énième réapparition de la maladie?
Pour la fièvre de la vallée des Rift, l'enseignement que nous avons actuellement est connu. Nous avons notre plan national de préparation de la riposte contre les fièvres hémorragiques de façon générale. C'est un plan triennal à partir duquel on tire à chaque fois des plans d'action ponctuels pour riposter contre une épidémie ou des cas de maladie. Et de façon générale, on continue la formation, le renforcement des capacités au niveau de toutes les formations sanitaires, l'élaboration des outils, la diffusion, tout ça, ça fait partie de notre plan qu'on a tiré justement de notre expérience dans les années passées. Oui, de toutes les façons, il y a des leçons importantes. Si je compare le contexte et la situation en 2010 avec celle d'aujourd'hui, il y a des avancées énormes. Au niveau de laboratoire, au niveau de capacité de diagnostic, nous étions très loin de pouvoir établir des tests de diagnostic de l'AIVR chez les animaux. Actuellement, on a notre laboratoire équipé avec la PCR pour les EVR. On fait les analyses rapidement et de routine. Nous avons des techniciens formés sur ça. Nous avons aussi des avancées énormes sur les techniques de prélèvement parce que c'est une zoonose, donc il y a un risque potentiel pour le vétérinaire qui fait le prélèvement chez l'animal malade. Là aussi, on a avancé. Il y a sur le plan d'expédition et d'envoi des prélèvements depuis l'intérieur du pays jusqu'à Nouakchott. Ça demande une étanchéité parce que c'est un prélèvement contaminant à l'homme. Donc il y a des avancées énormes. Même chose pour l'intervention. Si vous voyez que dans l'espace de 4 jours, on a déployé 31 équipes, c'est quand même un effort important. Je peux dire qu'en 10 ans, entre 2010, la flambée de l'épidémie de 2010 et l'épidémie de 2020, les services vétérinaires ont quand même connu un renforcement de capacité, un rehaussement des niveaux qui est très important, qui est salutaire. Bien sûr, nous avons un problème important, d'ailleurs sérieux, qui est celui de l'effritement du personnel vétérinaire. C'est très grave pour les pays. Actuellement, on compte une 30aine de vétérinaires sur l'ensemble du pays, ce qui est très très loin des normes admises au niveau international. Et Madame Souadou, un dernier mot, quel enseignement votre département a-t-il tiré de cette énième réapparition de la maladie? Alors, comme vous dites, cette énième, donc on assiste à une récurrence de cette maladie. Les spécialistes ont parlé un peu sur le plan scientifique et le maîtrisent mieux que moi. Moi, comme je l'ai déjà rappelé, comme je l'ai déjà dit, donc nous, en tant qu'administration territoriale, les services déconcentrés, nous suivons, nous coordonnons, nous accompagnons les services sur place, sur tout ce qui est sensibilisation, orientation. Et notre travail se fait en fait justement sur le terrain. Merci. Donc, ce numéro de votre émission Zoom sur est à présent terminé. Je remercie mes invités, Madame Souadou Ndiaye, directrice générale adjointe de l'administration territoriale, Monsieur Mohamed Mahmoud Ali Mahmoud, directeur de l'information stratégique et de la surveillance épidémiologique au ministère de la Santé, et Dr Ahmed Salem Oularbi, directeur au ministère du Développement rural, pour avoir accepté de répondre à nos questions. Merci également à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices qui nous ont fait l'honneur de suivre ce magazine. Un grand merci également aux équipes de reportage et de rédaction pour la réalisation de ce numéro. Je vous retrouverai demain soir à 21h30 pour le JTF. Excellent moment avec la suite des programmes d'El Mauritania. Bonsoir à tous et à toutes.